suis médium, je suis aussi voyant, et au départ, les cartes me sont nécessaires, j'évolue avec le tarot de Marseille, les cartes me sont nécessaires pour débuter, comme on dit, pour faire le début, pour rédiger le début d'une relation qui va se terminer sur une longue dissertation, pourquoi pas. Alors, le thème que je voulais aborder, avec les discussions que j'ai eues tout après-midi, c'est parler de la fonction du médium, la fonction du spirit dans la société. Et il y a un aspect qu'on avait négligé jusqu'à présent et que ça ne va pas vous intéresser, c'est l'accompagnement des personnes qui viennent d'avoir un décès ou qui ont décédé. Oui, si, ça me parle. Je ne suis pas prêt personnellement pour cela à l'heure actuelle, mais ça viendra suite à un rêve prémonitoire que j'ai fait il y a à peu près un an, où je me suis vu dans une petite salle, pas comme celle-ci parce qu'elle était sombre. J'ai vu une femme avec les cheveux très courts, noirs, bruns en tout cas, et dans la pénombre, et elle me dit: vous avez vu ce que vous avez là? Et je vais vers le miroir et je vois Alan Kardec. Et, voilà. Et je lui ai fait: oh! Elle me dit: non. N'insistez pas, c'est votre chemin. Et je sais pertinemment et que je me vois déjà, ils ne le savent pas encore, faire des conférences, pourquoi pas à la salle Psyché ou à la salle Gabriel Delanne, qui est à côté, d'ailleurs qui a été sollicité avant-hier. Je sais que ça viendra, tout simplement parce que ça doit venir, quoi. Mais pour l'instant, pour l'année 2018, je pense que c'est encore trop tôt. 2019. Ça sera pour 2019. Déjà. Oui, ça je sais. Oui, il y a un basculement. Alors non, je ne voudrais jamais arrêter mes consultations on va dire de futurologue. Je n'aime pas, en tant que Verseau, ascendant Verseau, je n'aime pas appartenir à une seule catégorie. J'aime bien m'ouvrir et je trouve que la voyance est un réceptacle, un ensemble de choses où on peut aller de la médiumnité jusqu'au conseil professionnel ou personnel. Tout à l'heure avec Michel de Moléry, on disait que souvent on appelle un prêtre au moment du décès, on peut aussi appeler un médium qui pourrait être plus utile que le prêtre quand il est pas formé. Qui pourrait être vraiment l'accompagnateur, toute religion confondue, bien sûr. Tout à fait, c'est vrai. Et vous-même, vous avez une quelconque connaissance, pas d'une pratique, mais une quelconque connaissance de dans quel état on se trouve, dans quelle situation on se trouve quand on vient de décéder, quand on vient de... Alors moi personnellement, j'ai eu la chance, je ne sais pas, je suis un miraculé de l'hôpital Saint-Antoine à l'âge de 20 ans. J'ai été condamné par la médecine, par les grands professeurs qui étaient les plus grands d'Europe, qui s'appelaient Bernis et Baudin. Et on avait dit à mes parents, de toute façon, il est inopérable. Je faisais 1m74 pour 47 kg. Et j'étais vraiment inopérable, j'étais foutu. Et finalement, il y a eu une espèce de miracle. Et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Le fameux tunnel blanc, l'NDE, le fameux tunnel blanc, et avec des questions. Je me rappelle quelques questions précises. Celui-ci t'a fait du mal, tu lui fais quoi? Et j'étais d'une bonté assez incroyable, je me disais non, rien, non, rien, non, rien. Et au bout d'un certain moment, je me suis réveillé, un peu en sursaut, et j'ai peut-être enfoui ça dans ma mémoire et ne pas en reparler. J'en ai même pas parlé à mon père à l'époque, qui était initié, parce que lui et tout, j'étais au-dessus, mais je ne voyais pas. Voilà, c'était assez édifiant. On vous a posé comme question. Par exemple, dans ma clairaudience, dans le tunnel blanc, quelqu'un t'a fait du mal, tu lui fais quoi? Rien. Vous auriez pu faire quelque chose contre lui? Peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui m'a fait réveiller. Peut-être que vous l'auriez condamné à l'enfer. C'est intéressant de se demander pourquoi on vous a demandé, comme dialogue. Je me rappelle qu'il y avait. On lui a demandé est-ce qu'il a envie de prendre des mesures contre cette personne. Oui, c'est ça, ouais. Une fois qu'il est décédé, vous avez la possibilité. Quelqu'un t'a fait du mal ou t'a trahi, tu lui fais quoi? Quand on meurt, on peut se venger des gens qui vous ont fait du mal. C'est possible, c'est dans le domaine. Oui, mais voilà. Moi, je pars du principe quand on fait du mal ou quand on fait du bien, il y a un retour. C'est à la mort des gens, si je comprends bien votre discussion, votre débat, c'est quand les gens meurent, c'est là qu'ils peuvent se venger.
Ça pourrait être une interprétation. Oui, voilà. Oui. Non, mais j'ai retenu ce passage parce que c'est assez insolite. Des fois, on peut mourir avec beaucoup de ressentiment. Hein. Avec beaucoup de ressentiment et méfiez-vous des gens qui meurent, des gens à qui on a fait du mal et qui meurent, parce que quand ils vont mourir, c'est là qu'ils vont nous faire quelque chose. Mais moi je pars du principe que c'est peut-être pour ça que j'adore la vie. J'ai eu énormément de problèmes personnels dans ma vie. Bon, la première que je dis en conférence, c'est la mort de mon premier bébé. Très content de faire cette expo en plein mois de novembre parce que ça correspondait à sa naissance, qui est le vin. D'ailleurs, j'ai reçu une pierre le vin. Mais comme ça m'a un petit peu chassé l'esprit de ça, parce que quand il y a un anniversaire, même si ça fait très longtemps, on y pense, on y repense. Voilà. Mais je pense que quand on passe de l'autre côté, c'est comme si on avait un passeport vers le futur, mais un passeport pour être futurologue, quoi, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la voyance, ce n'est pas de faire comme beaucoup de gens, comme dans les télés ou quoi. Quelle est votre question? Non, c'est pas quelle est votre question, c'est vous tout à l'heure, je vais vous faire, si vous direz, je ne vous les connais pas, c'est de partir de zéro et finalement de vous faire le champ personnel ou professionnel, de partir de zéro. C'est à moi de tout vous dire. C'est pas à vous de me poser des questions. Après, on peut arriver à des prénoms. Madame, je ne la connaissais pas il y a encore un quart d'heure, j'ai deviné le prénom de son mari tout à l'heure. Voilà, et puis d'autres choses. Voilà. Et de ma grand-mère. Voilà, et de votre grand-mère. Voilà. Oui, ce qu'on disait, il ne faut pas poser de questions à un voyant parce que vous mettez sur la piste. Si madame m'avait dit qu'est-ce que vous voyez pour moi, voilà, c'est exactement. Voilà, c'est peut-être la différence entre ce qu'on appelle cartomancie véritablement et voyance, quoi. Voilà. Cartomancie, c'est une sorte de psychologie améliorée. Le cartomancien peut sortir des cartes sans qu'il y ait des questions. C'est pas nul en soi. Hein. Moi, mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est dommage que les personnes, à cause des gilets jaunes, ne puissent pas venir, mais moi ce que j'aime, c'est communiquer ma passion. Je donne des cours de tarot et c'est là où je le réalise le mieux. Voilà. Et là, il y a des gens d'univers différents. Il y a un expert comptable, il y a une coiffeuse, quelqu'un qui est au chômage en ce moment, et puis d'autres qui sont libres parfois le lundi, qui se sont rendus libres. Et ce que j'aime, c'est cette universalité d'esprit et tout. Et j'arrive, et là je suis fier parce qu'au bout du 6e cours, elles peuvent vous faire le tarot. Bravo. Donc c'est bien. Et il n'est nul besoin, je l'avais dit lors de la première interview, d'être un excellent médium ou voyant, c'est sûr que c'est mieux de l'être, pour être un bon tarologue. Ça c'est important. Pour résumer, au niveau du futur, si je comprends bien, d'une part, on peut agir sur le futur des gens. Pas agir, on peut conseiller. Et c'est le rôle du tarologue, je pense. Mais conseiller, c'est une façon d'agir et d'influencer. Faire du coaching. Ça peut être influencé, mais si on influence, ça sera pour le bien de la personne. Pour moi, la conception de la voyance, c'est un verre plein, un verre vide, et essayer de tout axer vers le verre plein. Voilà, pour moi c'est ça. C'est du positif. Il faut pas. Voilà. Moi c'est vrai que Jacques a assisté à ma conférence hier ou d'avant-hier et hier. Et c'est vrai que mon premier contact avec le spirit et la voyance, c'est quelqu'un qui était fabuleusement génial et que quand elle m'a sorti la montre, à qui appartient cette montre, comme avec un accent de Sacha Guitry, disait en substance, j'abrège, vous n'aurez pas votre bac, alors que moi, ça c'est le libre arbitre. Moi dans ma tête, je me suis dit, maintenant je vais tout faire pour l'avoir, je dis qu'il est dans la poche, et je l'ai vu avec mon son bien. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses entre le destin et le libre arbitre. Voilà. J'ai un ami qui n'y croyait pas, on sentait qu'il était complètement en chute de couple, on va dire, entre guillemets, et je lui ai dit, si tu ne mets pas d'autre dans ton vin, elle te quitte. Et bien ça l'a un petit peu influencé positivement. C'est reparti, ils ont même eu un nouveau enfant. Comme vous dites, entre le verre à moitié plein et à moitié vide, des fois quand ça va mal, on a tendance à s'accrocher au verre à moitié vide, et là forcément ça précipite les choses. Alors, si on regarde un petit peu les choses qui vont pas trop mal dans la vie, ça nous aide à petit à petit, on peut relancer la barre. Mais ce sont les gens qui ont des problèmes qui viennent nous voir. Alors il faut reconnaître, comme c'est la curiosité. Effectivement, 80% des gens qui viennent consulter des voyants
Qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il leur faut un peu une certitude. Ils sont en passe de prendre une grande décision. Et ils veulent savoir si le médium ou le voyant serait dans le même esprit que la personne pour conforter. Voilà. Mais et parfois, il pose la question un peu bizarrement, il dit, est-ce que vous me voyez faire ça? oui, Ça, alors là, c'est déjà, malheureusement, la réponse est dans la question, Bah, c'est bien la sûr, question dans bien une sûr. conférence, effectivement. mais ça les rassure de dire que si le voyant leur dit, je vous vois vers ça, elles se disent, oui, ça veut effectivement. On a besoin de se l'entendre dire. Voilà. Mais en même temps. Mais moi, ce que j'aime, c'est des fois découvrir chez des consultants la graine de voyance qu'ils ignorent ou la graine de don qu'ils ignorent. C'est pas mal. Alors vous avez eu une expérience convaincante de consultation là? Ah non, là c'était simplement 3-4 minutes devant mon stand, c'est tout. Oui, C'était voilà. pas, Oui, parce que tout à l'heure. oui, j'ai sorti deux choses, des avec, flashs. Voilà, j'ai discuté là avec une dame qui me dit oui, finalement, je vois les gens défiler dans la salle, dans les allées, et puis je vais les voir et leur dire je vois quelque chose chez vous. C'était une façon de les faire venir. C'est une façon de racoler le cul en disant je vois ça chez vous et puis leur répondre c'est intéressant. Ouais. Donc finalement, alors à votre avis, d'où viennent les connaissances que nous avons sur la lumière? Elles nous sont données par qui? Même quand quelqu'un sort le tarot, ça vient d'où la connaissance pourquoi les cartes sortent? Moi je pense être accompagné à chaque fois. Quand je m'analyse et quand je fais des conférences et quand je fais des tirages, j'ai conscience, ou je pense être accompagné de 5, 6, 7, 8 personnes qui m'envoient des messages. C'est pas forcément la même voix. Oui, parce que le tarologue, c'est l'interprétation des cartes. Voilà, tout à fait. Alors, je sais pas, par exemple, un roi de pique, si je tire le roi de pique, si monsieur tire le roi de pique, vous allez dire la même chose aux deux personnes? Oui. Oui, en général. Sauf là vous parlez du jeu normal de 1 à 54. Il y a aussi, avec ça, on peut arriver à une précision infernale, diabolique, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut qu'il y ait une association avec d'autres cartes. Voilà. Si c'est le roi de pique avec le 9 de carreau, l'homme de loi éventuellement, ou la personne un peu qui se faufile, aura un retard. Si c'est le roi de pique avec un œuf de trèfle, il gagnera pas mal d'argent. Si c'est l'as de trèfle, c'est le triomphe. Mais je suis plus spécialisé dans le tarot que dans les jeux. Donc c'est voilà, l'histoire, c'est mais en général, l'interprétation des cartes. je vais parler, voilà, tout à fait. Dans le tarot de Marseille, effectivement, si je vois la maison Dieu, la tour, à condition que je puisse dire à la personne, puis-je tout vous dire, et la personne me dit tout, là je lui dis, je suis désolé, je vois la séparation, je vais voir le divorce. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a en fait des cartes foncièrement négatives dans le tarot qui seraient le pendu pour moi, qui serait la maison Dieu, qui serait le squelette, mais ça dépend parce qu'il y a une transformation aussi. Et puis d'autres qui sont largement positives, d'autres qui sont le battleur, le monde, le soleil. Donc c'est une question de probabilité d'une personne à une autre de tirer une carte voilà, plus qu'une autre, etc. Mais on constate une chose, quand vous faites trois tirages différents, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, que on retombe comme par hasard sur les mêmes cartes et des fois au même endroit. Alors qu'il y a une chance en probabilité, il y a une chance sur quelques dizaines, voire quelques centaines. Oui, donc là. Non, c'est assez étonnant la précision des tirages. Moi je suis un amateur, autrement dit personnellement, mais je suis étonné. Oui. Mais moi aussi, ça m'étonne aussi, ne me croyez pas. Non. J'ai pas l'air comme ça, mais des fois, je dis, vous voyez, voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais. Non, on a monsieur De Francesco qui veut participer à la discussion. Venez. Bien sûr. Voilà. Ça, les choses se font comme ça. Alors, donc voilà, je vous faites, présentez-vous un petit peu. Je me présente, moi? Moi, je suis monsieur Don Francesco.
Ça continue pour l'instant. Je vous préviens, vous mettez chez vous parce que ça, il parle très bas et c'est la suite. Vous n'allez pas entendre. Et comment on arrive à ça? Comment on arrive? Oui. Bon, il faut Qu'est-ce qui savoir- vous a Motivé? motivé? Une curiosité, Aucune quelque motivation. chose? Je vais vous expliquer, c'est simple. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde profane. Chacun de nous sommes faits par deux parents, méditalement. Donc on reçoit une ADN, des bagages. Moi, en ce qui me concerne, j'ai reçu des bagages du côté de ma mère, qui est israélite et mon père chrétien. D'accord? Et puis, j'ai commencé à pas m'intéresser, j'ai commencé à ressentir. Comme ça, comme monsieur, voilà, chez moi. En ayant des prédispositions par rapport au paranormal. Donc j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans, j'étais en Sicile chez ma grand-mère là-bas. J'en avais peur, c'est normal. Moi aussi je pressentais des choses de nuit, comme ça, j'entendais des charrettes dans le village descendre, des gens qui montaient les escaliers pour rentrer dans la maison. Donc je disais à ma grand-mère, il y a quelqu'un? Non, il y a de dos, il n'y a personne. Hein, c'est toujours pareil. Voilà, donc j'étais déjà stérile. Et on est persuadé. On est persuadé. Voilà. Et puis en 80, donc je suis donc quelqu'un qui est sicilien, qui est de la Sicile. Voilà. Donc tout ce brassage de pieds, les races, c'est le beau, c'est ça en fait, c'est que j'attends de la richesse, un partage, une union. Et en 80, donc j'habitais dans le nord de la France, à Tourcoing, dans la région lilloise. Mes parents sont arrivés en France avec les valises en carton. Voilà, mon père est mineur. Avoir Ramberg qui a tourné le film, vous savez? Moi, je suis Cora, moi je suis un gars d'école. Et puis dans les années 70, comme ça, je commençais déjà à m'intéresser au paranormal. J'entendais, je voyais moi, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui bougent, que ça se passe. Et je commençais avec le verre, le Ouija. Voilà. Et chemin faisant, un jour, j'étais dans ma salle de bain, comme ça, comme tout le monde, je prends sa douche, dans le style de Jeanne d'Arc, vous savez un peu, une petite voix qui nous parle. On a tous une petite voix en nous-mêmes. Donc il y a toujours du périsprit, comme on dit, parce qu'on a l'esprit, le cerveau, et on a tout le périsprit qui commande, tous les rêves, tout ça, les révolutions, tout ça. Va à Paris, va à Paris, va à Paris. Oh bon, je viens à Paris. J'étais marié avec ma femme. Je sors à la salle de bain, je vais à Paris. En même temps, de toute façon, à partir du mois d'avril, mais il ne faut plus t'arrêter, elle me disait. Oui, il faut que j'aille à Paris. Mais j'ai dit Paris, mais où? C'est vrai, je ne sais pas. J'étais gamin à l'époque. Paris. Appelle Martine, Madame Martine. Il l'a déjà rencontrée. Bon. Martine, comment? Comme dans le film, ça y est, il a été souvent telle Martine, on va aller un peu. Madame Martine Félan, qui organise le plus grand salon parapsy à Paris. Bon, j'ai rencontré monsieur. Monsieur qui ça fait déjà, je vous dis, les années 80, ça va tellement vite. Ça fait déjà 38 ans, ça va très vite. Et je l'appelle, cette dame, qui me dit Madame Félan. Elle dit, écoutez, je ne sais pas, j'ai envie de venir à Paris. Quoi, vous êtes à Paris? Elle m'a dit, oui, justement, on fait un salon, il dit. À Paris, c'était à Belle Épine, à l'époque. Au centre commercial. Oui. Et donc j'ai été là-bas. Bon, on a fait des salons, on a fait le salon comme ici, quoi, tout ça. Et en fin de salon, on faisait toujours comme ça des remises un peu, plus ou moins, de prix, de coupes, de pyramides, des coupes. À l'époque, c'était ça. Et donc, les huissiers, les gens sont mis dans chaque cabine. Il y avait un objet en question, comme ça, dans une boîte, et il fallait essayer de deviner, justement, ce qu'il y avait dans l'objet. Donc, juste un parcours, je sais, comme ça. Et donc, j'ai mis mes mains comme ça, et puis j'ai dit simplement, voilà. Et j'ai écouté, je ressens du papier, là-bas. Il y a un objet, mais enveloppé dans du papier. Là, c'est tout. Je pars comme ça, en flash, comme mes collègues. Voilà.
Et je me retrouve dans une entreprise, dans une usine, une grande usine. Et puis je vois un étirage comme ça, blanc, opaque, sur une machine. Ouais, je dis comme je dis à eux, je dis si, ça. D'un seul coup, je regarde comme ça à la table, je dis maintenant je vois un genre de octogonal, vous savez, comme la Maison Blanche à Paris, en Amérique. Donc je récite toujours ça. D'accord, donc ils écrivent. Je regarde encore une fois un truc et je vois deux couleurs, verte et jaune, en incrustation. Et je dis simplement, je dis que l'objet en question, si on le fabrique, on gagne des milliards. Voilà, j'ai rien dit, je dis ça. Et puis à la fin, il y avait Madame Marjolaine, je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame Marjolaine. Une très grande dame, la Gisèle Flavie, tout ça. Qui faisait partie, à l'époque, des plus grandes dames. Madame Gisèle Flavie est à Paris également. Donc nous, on était novices, bien sûr. Monsieur Don Francesco, oula, moi je ne sais pas, j'en prends des frissons aujourd'hui, vous voyez. Le soir de je me rappelle, je ne sais pas me lever. Je me suis levé, j'ai été. Il a dit, monsieur Don Francesco, il a reçu le premier prix de l'impression. Et après, en ce temps-là, il y avait encore Claude Alexis qui était là, tout ça, des gens comme ça de l'ancienne époque. Hein. Et c'était une balle de golf. C'était une balle de golf. Donc j'ai vu la fabrication de l'objet en question. Il y avait M. Régis Messonnier qui est là, actuellement, qui s'est levé, il dit non, non, Martin, ça va pas, c'est truqué. Je lui dis devant lui, on rigole, je dis c'est celui-là. C'est pas possible. Il dit, moi, toute cette nuit, j'ai fait du channeling avec mon ami. Je dis, je sais quoi, c'est des termes. Hein. Il dit, oui, mais toi, tu as trouvé un porte-clés. Et il dit, Francesco, il a déterminé la fabrication de l'objet. En fait, j'ai compris que je devais la parier en fait pour pouvoir affirmer que j'étais fait pour faire la voyance. On a toujours des signes extérieurs. Et alors, par rapport au terrorisme, est-ce que vous avez senti quelque chose pressenti quelque chose pour le 11 septembre? Toi, dis-moi. À New York. Pour le 11 septembre. Ah, le 11 septembre. Oui. Il y a quelques années quand même. Ah oui, 16 ans. 2001. Je vais embrayer sur le 13 novembre. Ah oui. C'était le 13 novembre. J'étais dans un café où j'avais l'habitude d'aller. Et en fait, je voulais voir sur un projet professionnel. Et à chaque fois, et personnel, et les 4 tirages aboutissaient à la mort, à la transformation. Et en fait, ça m'énervait. Et la personne m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Eric, il y a un truc? Non, rien du tout. C'était le 13 novembre. Et en fait, c'est vrai que dans cette branche c'est assez rare, on me dit, ah bon, t'aimes le foot toi? Bah oui, j'aime le foot comme Bernard Pivot. Et il y avait un France-Allemagne que je ne rate jamais. Et au moment où j'allais aller, donc j'étais le voyant du Bataclan en fait. Tous les lundis et le vendredi soir, j'étais au Bataclan avec Annie. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, mon ex-femme me dit, bon, tu aimerais me voir jouer? Je dis, bah oui, ça fait 2 fois que je rate ton spectacle. Bah écoute, voilà, je suis à Vincennes et c'est ce soir. Je dis, non, mais attends, il y a France-Allemagne, je suis avec des copains. Et elle me dit, ah bah non, ah bah écoute, c'est comme ça. Je dis, non, c'est bon, je regarderai en différé. Et en fait, c'était le 13 novembre. Je pense que j'aurais pas été quand même assassiné, mais vu que la salle de Bataclan, elle c'était le bistrot du Bataclan que je connaissais bien, je pense que ça m'aurait quand même. Je pense que les gens ont été très traumatisés après. Vous pouvez la remercier. Oui, je remercie. C'est une prémonition pour moi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, on ne peut pas commander. Exactement, ça ne se commande pas. Ça vient comme ça. Moi, je me rappelle d'une chose il y a exactement 2 ans. Presque pile, enfin c'était en décembre, donc ça va faire 2 ans, je suis invité à la Varenne. Moi, soit je prends un taxi, soit je prends le dernier bus comme ça qui m'amène à Vincennes, parce que j'habite là-bas. Et à un moment donné, je dis, ah, bah, si je pouvais avoir le dernier bus comme ça, parce qu'on ne venait pas très longtemps, le bus vient, j'arrive, hop, et là j'ai une douleur énorme, pas comme une balle quand même, mais comme 2 aiguilles qui viennent, qui font que je n'ai pas pu faire le pas suivant. Le type m'attend, le chauffeur de bus, il me dit, mais vous tenez à la vie? Je dis, oui, pourquoi? Il me dit, parce